Bienvenue à tous et merci à Michel de m'inviter à donner cette conférence auprès des humanistes. C'est un honneur pour moi. Merci de votre présence à tous. Je vais présenter dans cette conférence, en fin de compte, un condensé du dernier livre que j'ai écrit l'an dernier, dans lequel j'avais notamment anticipé la pandémie actuelle de coronavirus. Alors, voici donc l'ordre du jour de ma présentation aujourd'hui. Je vais suivre cet ordre-là. D'abord, biographie, qui suis-je? Je suis ingénieur de profession, j'ai étudié à Polytechnique. Je suis ce qu'on appelle un entrepreneur en série. J'ai œuvré dans plusieurs domaines, l'agriculture, l'agroalimentaire, la consultation fiscale, l'électronique, etc. Donc, j'ai une bonne vision d'ensemble de l'économie. J'ai écrit, en fait, un premier livre en 2004 sur la nutrition qui m'a fait rouler à la télévision pendant une dizaine d'années. J'ai donné plusieurs conférences aussi dans les écoles. Suite à ça, je passais plusieurs fois des débats télévisés. À l'époque, j'étais passé pour un hérétique auprès des nutritionnistes surtout, mais finalement, le temps m'a donné raison. À droite, c'est la version française du même livre. J'ai été traduit aussi en roumain. Et l'année passée, j'ai écrit un deuxième livre, cette fois-ci un sujet beaucoup plus près de vos intérêts, un livre sur plus spirituel. Et je l'ai traduit aussi en anglais. Voilà. Et c'est un petit peu le résumé de ce livre-là que je vais vous faire aujourd'hui. Et là, je vais vous parler du sondage. En fait, avant de vous parler du sondage, je vais vous parler de la maladie de Lyme. On entend beaucoup parler du coronavirus de ce temps-ci, sauf qu'en réalité, il y a une maladie qui fait beaucoup plus de ravages actuellement sur la planète. Et puis, on n'en parle pas trop. C'est une maladie transmise génétiquement, excusez-moi le lapsus. Une maladie mortelle, comme je le disais, incurable. Il n'y a pas de remède connu encore. La période d'incubation est très variable, c'est-à-dire que ça peut, vous pouvez en mourir en dedans d'un mois, comme vous pouvez en mourir après 90 ans. Et puis, la mort peut être subite, la mort peut faire suite à une longue agonie. On n'a pas trouvé de remède, sauf qu'on a fait des corrélations. On sait que des gens qui s'alimentent bien, qui font de l'exercice, peuvent retarder l'échéance fatidique de cette maladie-là, mais c'est tout ce qu'on en sait. Alors, la question quiz, là, la raison pour laquelle je vous ai envoyé par chat là, un formulaire à remplir, c'est qu'est-ce que vous feriez, vous, personnellement, si vous appreniez, si demain matin, on vous diagnostiquait, là, le médecin vous disait, vous êtes atteint finalement de la maladie de Lyme. Alors, j'ai mis un choix de questions ici. Là. Je ne les lirai pas, là, c'est à vous de les lire. Et, mais c'est typiquement, là, habituellement, les gens réagissent 99% des gens atteints, quand ils apprennent le diagnostic, réagissent selon un de ces choix-là. Je vous laisse répondre. Et au fur et à mesure que vous allez répondre, ben, ça va se compiler automatiquement à l'écran. Donc là, pour le moment, je n'ai pas de réponse encore. Fait que voulez-vous prendre le temps? Ceux qui veulent répondre dans leur tête, c'est correct aussi. Ceux qui veulent répondre en ligne, ben, je vous laisse 60 secondes pour le faire. Puis on va compiler les résultats après. Vous allez voir, c'est intéressant. Tu devrais avoir une réponse parce que j'en ai envoyé une. Ouais, ben je vais faire refresh. Ouais. Ah, j'ai 10 réponses jusqu'à date. OK. Fait que jusqu'à maintenant, sur 13 réponses, on a 76% des gens qui disent je continuerai de vivre comme avant. Puis on a 23% des gens qui disent qu'ils suivraient une diète sévère et qui s'entraîneraient afin de retarder l'échéance fatidique. OK, intéressant. Je vous laisse encore 30 secondes, puis on est rendu à 15 participants. 15 réponses. Sur un total, je ne me rappelle plus, on était 27 tantôt, je pense.
Quelque chose comme ça. Ouais. OK, 10 secondes encore et je rafraîchis l'écran et on va revenir à la conférence. On va discuter des résultats. Donc, 16 réponses, ben, c'est exactement pile, 4 et 12. Alors voilà. Donc, c'est quoi la maladie de Leigh? Ben, en fait, effectivement, si vous le cherchez sur Google, vous ne le trouverez pas. Il faut intervertir, en fait, les lettres. Si vous intervertissez les lettres, ça donne V-I-E, la vie. La vie est une maladie mortelle. On a tous, on va tous en périr. Et c'est intéressant de poser cette question-là. C'est la première fois que autant de personnes me répondent. Je pense que vous avez senti venir la trappe là, dans votre groupe. Là. Mais habituellement, les gens dans mes conférences, il y en a beaucoup qui. Il y a beaucoup moins de gens qui cochent la case de continuer à vivre comme avant. C'est probablement la meilleure des réponses parce que si vous me dites que vous feriez une dépression, puis vous n'en faites pas une actuellement, ben au fond, il y a discordance parce qu'on est tous condamnés à mort, au fond. C'est ça mon point. Et si votre réponse ne correspond pas à ce que vous faites au quotidien, ben là, vous êtes incohérent avec vous-même. C'était ça mon point que je voulais faire ici. Voilà. Alors, voilà. J'embarque donc dans le vif du sujet. Je ne pense pas que je vais vous apprendre grand-chose ici. Il y a 400 milliards d'étoiles dans la Voie lactée. Le petit rond jaune qu'on voit à l'écran à droite, ça, c'est les étoiles qu'on peut voir en regardant le ciel. Évidemment, pas le ciel à Montréal, mais en camping où il n'y a pas d'éclairage. Et puis, il y en a 125 milliards de galaxies d'une taille à peu près similaire à la Voie lactée. Et puis, dans 5 milliards d'années, ben, notre Soleil, c'est une obsolescence programmée. Là, il va exploser. Il n'y aura plus de Terre. Donc, on a ce délai-là pour déménager. Les chances sont qu'on va avoir détruit la Terre avant ça. Et d'ailleurs, il y a 66 millions d'années, comme ça, une météorite qui est tombée sur Terre, qui a exterminé les dinosaures. Ça pour dire que, finalement, l'homme compte pour peu dans l'univers. Petite brève histoire du temps. Bon, je ne pense pas vous apprendre grand-chose ici non plus. Hein? Big Bang, il y a 14 milliards d'années. La Terre a 5 milliards. Début de la vie, 3,8 milliards. L'Homo habilis, 2,3 millions, finalement. Puis l'homme de Cro-Magnon, donc le Paléolithique, ça remonte à 12 000 ans avant notre ère. Donc, bref, l'histoire de l'homme est très, très, très récente sur la planète. Théorie de l'évolution, un petit rappel. Les êtres vivants sont partis d'être monocellulaires et ont évolué comme ça, à coup de sélection naturelle, en des êtres de plus en plus complexes, basés sur leur habilité à reproduire leurs gènes, à se reproduire. Donc, une mutation favorable favorise la survie du mutant, puis la plupart du temps, les mutations sont défavorables, défavorisent. Et de mutation en mutation, on est arrivé aujourd'hui à l'Homo sapiens qu'on connaît aujourd'hui. Donc, si on ramène l'histoire de la vie sur Terre, tantôt, l'espèce de chronologie que je vais présenter, à 24 heures, eh bien, l'homme vit en société depuis 1 seconde. Au fond, le parallèle entre mes 2 livres, c'est un petit peu ça. Le message principal de mon premier livre, c'est l'homme n'a pas eu le temps, le système digestif de l'homme n'a pas eu le temps de s'adapter à l'alimentation moderne. Parce que la sélection naturelle, en fait, l'évolution génétique, c'est un processus extrêmement lent. Donc, c'est pas en 100 ans, il n'y a rien qui bouge, en 1000 ans non plus. Donc, beaucoup de maladies modernes sont dues au fait que notre système digestif n'est pas adapté à la nourriture moderne. Et mon deuxième livre, c'est un peu le même concept, mais pas au niveau du système digestif. Là, je ne parle plus des problèmes de foie, mais des problèmes de foie, mais dans un autre sens. C'est qu'au niveau cognitif, l'homme n'est pas adapté à vivre dans la société moderne, encore une fois. L'homme s'est développé tant au niveau cognitif qu'au niveau de son système digestif. À l'époque du Paléolithique, on avait un environnement alimentaire et social à l'époque qui était complètement différent. Et là est née la religion, progressivement. Puis il y a eu des étapes dans la religion. Ça a commencé par de l'animisme,
Après ça, on a connu le polythéisme, enfin le monothéisme. Et de plus en plus, bon, le panthéisme, ce n'est pas nouveau, mais disons que ça prend de plus en plus populaire. Les anthropologues sont divisés sur les causes de la religion, mais essentiellement, j'ai recensé plusieurs auteurs sur le sujet. Essentiellement, les causes principales sont les suivantes, c'est qu'à la base, c'est une forme d'anthropomorphisme, c'est-à-dire que l'homme, une de ses grandes forces, finalement, par rapport aux autres animaux, on cite souvent l'intelligence, mais c'est davantage ces aptitudes sociales qui ont fait en sorte que c'est devenu une espèce dominante. Comme je le dis si bien dans ma vie, dans mon livre, dis-je, un homme laissé seul, nu, au mois de mai, en Abitibi, il ne survivra pas très longtemps au Maringouin, puis au froid au mois de janvier. Donc, c'est grâce à nos habiletés sociales qui nous ont permis d'évoluer en société, de développer des technologies, etc., qui a fait l'hégémonie de notre race. Parmi les aptitudes sociales, c'est l'habilité à décoder notamment les intentions des autres. Et ça a eu un effet secondaire intéressant qu'on appelle l'anthropomorphisme. C'est que l'homme s'est mis à prêter des intentions finalement à des objets qu'il n'en avait pas. Donc l'animisme, c'est ça, on prête de l'intention à des roches, quand il pleut, on prête des intentions à la pluie, au tonnerre, etc. Et fait que ça, c'est une première cause. Deuxième cause, le déni de la mort. La religion permet d'éviter la réalité de la mort. Une troisième cause d'insécurité chez l'homme, c'est l'insécurité que lui procure son ignorance. Parce qu'au fond, on est là, on existe, mais on ne sait pas pourquoi, puis on ne sait pas à quoi ça rime. Alors, le fait de croire une religion, ça nous donne un sens à la vie. Donc, ça soulage l'insécurité. La religion a permis un certain ordre social aussi. Avant que le système juridique soit aussi bien développé, et encore dans certains peuples, la religion fait office de système juridique, c'est notamment le cas de la charia. Et finalement, la religion procure un sentiment d'appartenance, et ça, ce n'est pas négligeable. Même si on est contre la religion, il faut quand même admettre que la réunion du dimanche à l'église rejoint un rôle social qui était rassembleur, qui était intéressant sur le plan social. Donc, l'animisme, je vais passer rapidement. On observe ça même chez les animaux en passant. Il ne faut pas croire que la religion est née avec l'homme. La religion précède. On a découvert des formes primitives d'animisme chez les chimpanzés. Mais essentiellement, quand on parle évidemment d'animisme, on pense aux tribus indigènes, etc. Et le polythéisme, je ne sais pas ce qui est passé. Là, en tout cas, il y a eu le polythéisme aussi. Là, je ne sais pas la diapo ce qui est passé. En tout cas, le polythéisme, on pense aux différents dieux, romains, grecs, etc. Et les monothéistes, bien évidemment, c'est les religions, les trois religions monothéistes actuelles qui sont dominantes sur la planète, qui sont issues, on appelle ça les religions d'Abraham, issues de la même histoire de départ. Ce qu'il faut savoir, puis je n'ai pas le temps d'en parler en long et en large, mais c'est bien écrit dans mon livre, bon, l'histoire de la Bible, les histoires qu'on trouve dans la Bible ne sont pas originales. Hein? Des histoires avec un sauveur qui marche sur l'eau, qui a 12 disciples, qui est né d'une mère vierge, etc. Ça, c'est du copier-coller là, de plein d'histoires qui ont précédé, qu'on trouve notamment dans la Mésopotamie, etc. Et les évangiles, bon, la dernière théorie, ça serait certains, j'ai oublié leur nom, là, un certain groupe d'empereurs romains, là, j'ai oublié leur nom, là, qui ont inventé ça, là, qui ont écrit les évangiles carrément. Contrairement à ce que certains peuvent penser, les évangélistes n'ont jamais rencontré Jésus. Alors, au mieux, c'est des histoires qui ont été rapportées de bouche à oreille, traduites d'une langue à l'autre, de l'araméen au grec, et au pire, ça a été carrément composé par certains empereurs romains pour des fins politiques. De toute façon, il y a des évangiles qui ont disparu entre-temps, fait que c'est un petit peu arbitrairement qu'on a retenu les 4 évangiles du Nouveau Testament actuel. Quant au Coran, eh bien, on dit que c'est Mahomet qui était analphabète, qui aurait écrit le Coran malgré le fait qu'il était analphabète, parce qu'à
Allah tenait sa main quand il écrivait. Dans les faits, le Coran est écrit 25 ans après la mort de Mahomet. Et les hadiths, qui font partie des saintes écritures aussi islamiques, ont été écrits encore beaucoup plus longtemps après. Donc, essentiellement, pourquoi le catholicisme a connu le succès qu'il a connu? Eh bien, rétroactivement, les historiens assimilent ça à un phénomène politique, c'est-à-dire que l'Empire romain commençait à prendre beaucoup d'ampleur. Il était difficile à gérer. Alors, la religion rendait service aux dirigeants. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si la religion catholique était populaire dans plusieurs pays dirigés par des dictateurs, parce que c'est une religion qui est pratique pour garder le peuple tranquille. Malheureusement, les religions, vous le savez, sont responsables des pires atrocités dans l'histoire, juste après le nationalisme. Des injustices, viols, meurtres, tortures, génocides, etc. J'en fais une panoplie hallucinante dans mon livre. On pense aux croisades, on pense à l'Inquisition, je décris des tortures inimaginables là, dans mon livre, basées sur des documents historiques. Persécution des homosexuels, l'apostasie encore aujourd'hui, une misogynie primaire. Il y a cette dame-là, c'est récent là encore, là, on parle de 2004, cette dame-là qui a été violée par un homme de 51 ans, mais c'est elle qui est vendue. C'est des aberrations. La religion catholique a eu son époque d'aberration. Là, aujourd'hui, la religion musulmane a pris la relève en termes d'aberration moderne. Quand on regarde la société aujourd'hui, j'aime bien donner l'exemple de la Corée du Sud parce que la Corée du Sud, il y a une trentaine d'années, c'est un pays qui n'allait pas tellement bien. Comparé à aujourd'hui, ils ont connu une courbe de croissance phénoménale sur le plan de la richesse individuelle, mais pas juste ça, sur le plan de l'éducation, l'évolution sociale, etc. Et parallèlement à l'augmentation de leur niveau de vie, il y a eu un déclin de leur indice de bonheur. C'est un petit peu paradoxal. Et puis, c'est ce qu'on observe dans notre société aujourd'hui. Alors que, bon, évidemment, l'année passée, cette année, dis-je, avec le COVID, on a eu un petit rappel que les épidémies, on n'a pas réglé le problème pour toujours, là. Mais juste avant 2020, en tous les cas, on pouvait dire que la famine et les épidémies dans le monde entier ne faisaient plus trop de ravages, que la vie n'avait jamais été aussi facile. Mais paradoxalement, le taux de suicide, surtout dans les pays occidentaux, n'a jamais été aussi élevé. Les taux de dépression aussi. La consommation d'antidépresseurs n'a jamais été aussi élevée. On assiste à plein d'autres maladies aussi, d'autisme, surtout chez les enfants, l'hyperactivité, syndrome d'Asperger, TDA, etc. Les exigences de performance scolaire disent reculent. Et on assiste aujourd'hui à ce que, on va prendre l'expression de Richard Martineau, là, des petits lapins. On a produit, la pédagogie moderne a produit des enfants rois à l'âme sensible et qui ne s'offusquent à rien. Et dernier phénomène, l'obésité généralise. Sur le plan écologique, ça ne va pas très bien non plus. Ça, c'est la courbe de croissance mondiale. On est à 8 milliards en ce moment. Ça, c'est la courbe la plus probable. On se dirige vers beaucoup plus. Ça n'a jamais été une considération avant, mais là, on est rendu au point où est-ce que là, il commence à manquer de place sur la planète là, pour les êtres humains. Et ce que je disais dans mon livre l'année passée, avant la pandémie, je disais que quand une espèce donnée prend trop de place dans un territoire donné, la nature, puis je sais qu'il y en a, Michel Bailly notamment, n'aime pas ça quand je le présente de même, parce que ça laisse croire qu'on porte des intentions à la nature. Ben non, je ne porte pas d'intention à la nature, c'est une figure de style quand je dis que la nature corrige la situation en créant une épidémie. Ça se fait naturellement. Il n'y a pas personne qui est assis sur un nuage qui réfléchit à ça, ça va de soi, mais de façon naturelle. Moi, je l'observais en tant que producteur agricole, je faisais pousser des pleurotes.
J'étais le deuxième plus gros producteur au Canada. Ben, quand on commence à faire pousser des champignons, ça va très bien. Le trouble s'installe quand la production devient trop importante. On dirait que la nature se sent comme obligée d'introduire des espèces de champignons compétitrices qui font perdre de la production. En tous les cas, à chaque fois qu'on concentre trop une espèce donnée à un endroit donné, ça cause des problèmes. On le voit notamment avec les populations de cervidés en Ontario, avec une maladie qui ressemble à la maladie de la vache folle, à cause la baisse du nombre de chasseurs, puis du fait qu'on a chassé les prédateurs naturels pour les chevreuils. Ils se sont reproduits en grand nombre en Ontario, puis aussi au Kentucky. Et là, il y a une maladie, la maladie débilitante du cervidé, qui les a décimés. Alors, ce que j'annonçais l'année passée à mon livre, je disais, au fond, il faut faire attention parce qu'il commence à avoir pas mal trop de monde sur Terre et il se pourrait bien qu'une maladie, un virus ou un prion ou une bactérie, je n'avais pas prédit que c'était un coronavirus, par exemple, j'ai juste dit un prion, un virus, une bactérie, va finir par faire le même travail que la maladie débilitante des cervidés. On a un autre problème aussi avec le CO2. Au tournant du siècle, quand j'avais ma ferme de champignons, je mesurais le CO2 régulièrement parce que c'est le facteur de succès pour faire pousser des pleurotes. Il y avait 350 ppm de CO2 dehors, en hiver 400. Puis il fallait que je maintienne le CO2 à 600 dans mes serres pour que les champignons puissent pousser. Aujourd'hui, cette ferme-là serait même plus viable parce qu'aujourd'hui, on est rendu avec 450 ppm en été et ça augmente tout le temps. À titre de comparaison, 1000 ppm, c'est le niveau que vous retrouvez dans une salle de classe trop bondée ou un environnement de bureau. Évidemment, l'impact que ça a, il est multiple, hein, on le voit, l'impact sur le climat, mais aussi la qualité de l'air diminue. Et là, ça m'amène à un autre sujet qui est l'ancien paradigme écologique avant le coronavirus et la prochaine diapo, ça concerne le nouveau paradigme écologique. Avant ça, quelqu'un qui se disait écologiste, puis il y en a encore qui adhèrent à ça, se disait il faut limiter l'étalement urbain, il faut préconiser le transport en commun. C'est écologique de faire du transport en commun. On veut avoir une agriculture industrielle et centralisée, forcément, parce que si on concentre les populations au centre-ville, c'est pas là qu'on va faire pousser les carottes, hein, on va les faire pousser ailleurs. Et on va optimiser la génétique agricole. Donc, si on a 100 variétés de maïs, puis qu'il y en a une sur les 100 qui est plus productive, on va juste faire pousser celle-là. Parce que de cette manière-là, on va augmenter le rendement. Puis ça s'applique aussi aux animaux. Il y en a beaucoup qui prônent aussi dans cet ancien paradigme-là le végétarisme et le véganisme, parce que leur logique, c'est on fait pousser du soya pour nourrir le bœuf, après on mange le bœuf. Alors pourquoi on ne mangerait pas directement le soya? C'est sûr que présenter bêtement comme ça semble faire du sens. Et notre économie, jusqu'à maintenant, était basée sur la croissance. On est dans un système démocratique. Alors, finalement, les gens élisent toujours le politicien qui fait le plus de promesses. Mais souvent, nos politiciens n'ont pas les moyens de leurs promesses, de leurs ambitions. Donc, ils font ce qu'on appelle du pelletage par en avant. C'est-à-dire qu'ils hypothèquent les générations futures pour faire des cadeaux aux générations courantes. En se disant, c'est pas grave, de toute façon, parce qu'il y a une croissance démographique. On promet des pensions hallucinantes aux gens, que d'un point de vue économique, la société n'a pas les moyens de payer, mais ce n'est pas grave, parce que 20 ans plus tard, il va y avoir plus de monde, il va y avoir plus de jeunes pour les payer, puis ça va fonctionner. Dans l'ancien paradigme aussi écologique, on est à la merci de la bonne volonté du consommateur. On fait de l'éducation populaire. On dit aux gens, recyclez vos sacs, faites du compost à la maison, etc. Mais finalement, cet ancien modèle-là, c'est un modèle qui est très vulnérable aux pandémies, on l'a vu. Parce qu'en concentrant comme ça l'être humain dans des densités de population énormes, évidemment que c'est très propice aux pandémies. Moi, je voudrais vous présenter un nouveau paradigme écologique.
Ou est-ce que là, au contraire, moi, je préconise l'étalement urbain? Bon, avant de monter dans les rideaux, là, je tiens à préciser que l'étalement urbain, pour moi, c'est évidemment, c'est pas de la banlieue sauvage. Là. On ne parle pas de ça. On parle de décentraliser l'agriculture. On parle de créer des régions. On rentre dans un ère de démondialisation où est-ce qu'il faut augmenter notre autonomie manufacturière. Il faut limiter la distance de transport entre le lieu de production et le lieu de consommation. Donc, on veut créer des unités. Et la technologie nous le permet aussi. Ça va être difficile. On s'entend, le sucre, il va continuer de venir du sud. Là, on ne fera pas pousser de la canne à sucre au Québec, ça va de soi. Par contre, la technologie aujourd'hui permet de faire pousser des fraises en serre, ce qui n'était même pas possible il y a 10 ans. Et puis, tant pis, il y a certaines denrées. À l'époque de mes grands-parents, on n'en mangeait pas de fraises au mois de janvier. Puis, ils survivaient quand même. C'était un luxe récent de pouvoir manger des fraises, des framboises à l'année longue. Et c'est dû au fait qu'on transporte la marchandise d'un coin à l'autre de la planète aujourd'hui. Dans mon modèle à moi, je préconise une agriculture décentralisée et le télétravail. Donc, je minimise évidemment le risque de pandémie. Je préconise le retour au pâturage parce qu'un bœuf, ce n'est pas supposé de manger du soya. Un bœuf, c'est supposé de manger de l'herbe. Alors, il y a plein de champs, des mauvaises terres. Il n'y en a pas juste au Québec, des mauvaises terres. Il y en a en Suisse aussi. Puis, ça fait longtemps, ça fait belle lurette qu'en Suisse, on envoie les vaches paître dans ces pâturages-là. Et c'est très écologique parce qu'ils bouffent l'herbe. L'herbe, en repoussant, elle consomme le CO2. On n'a pas besoin de mettre d'engrais parce que les déjections des bœufs nourrissent la terre en azote. Et finalement, aussi, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut diversifier la génétique agricole parce que, pour reprendre mon exemple de blé d'Inde de tantôt, j'ai 100 génétiques de blé d'Inde, je retiens ma plus productive et je fais de la monoculture avec. Et là, il arrive un insecte. Un insecte qui est particulièrement virulent pour cette génétique de maïs-là. Et là, instantanément, il détruit toutes les cultures de maïs. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est arrivé avec la botrytis. Le siècle dernier, il y a 2 siècles, en fait, un siècle et demi, en France, qui a attaqué le Vitis vinifera, l'espèce qui produit le vin. Aujourd'hui, il n'y a plus une vigne sur la planète qui pousse sur un pied de Vitis vinifera. Ils sont tous greffés sur des pieds de vignes hybrides, parce que ce puceron-là bouffait les racines. Si je reviens à mon exemple de blé d'Inde, si on diversifiait notre risque, quitte à diminuer le rendement, mon insecte en question va peut-être s'attaquer à une espèce. Admettons qu'on fait pousser 10 génétiques. Mon insecte va s'attaquer à une génétique sur 10 et ma perte, ça va être 10 %. De la même manière, au niveau manufacturier, si j'envoie tout en Chine en sous-traitance et que la frontière ferme, on a vu ce que ça a fait récemment. Là, de plus en plus, les entreprises ici commencent à dire « Wow, on va diversifier. On n'enverra plus tout en Chine. » On peut peut-être se garder à 25 % local. Comme ça, quand la frontière ferme, bien, on a un plan B. Il va falloir aussi penser à l'économie durable. Il va falloir arrêter de pelleter par en avant. Ça marchait bien le pelletage par en avant tant qu'on pensait que la Terre était infiniment grande, qu'on pouvait augmenter ad vitam aeternam sa population. Et ça, c'est comme des chaînes de Ponzi. Là. Je ne sais pas si vous connaissez, espèce de jeux pyramidaux. Là. Ça a toujours une fin. Puis là, la fin est arrivée. On ne peut plus continuer d'accroître comme ça aveuglément la population mondiale. Alors, le pelletage par en avant, ça ne fonctionne plus. Il va falloir commencer à avoir des économies durables, des économies qui fonctionnent au présent, des promesses électorales qui fonctionnent au présent et non pas basées sur une croissance démographique. Et finalement, dernier élément, mon nouveau paradigme écologique, il faut arrêter de compter sur la bonne volonté des gens. Je sais que ça, ce n'est pas une mesure qui est très populaire. Moi, je crois beaucoup plus à la fiscalité. Est-ce que c'est à cause de mon passé comme expert fiscal, peut-être? Mais moi, je pense que la clé de la solution,
il faut qu'un bien de consommation, faut que le prix d'un bien de consommation reflète son coût total, en amont et en aval, social et environnemental. Si, par exemple, vous achetez un litre d'essence, vous payez votre taxe de carbone dessus, on n'aura plus besoin de dire aux gens, ben, achetez-vous des petites autos, arrêtez de vous acheter des gros pick-up. Il y a des gens dans la construction qui ont besoin de pick-up. Il y en a d'autres qui n'en ont pas de besoin, c'est juste pour parader. Bien, la fiscalité va faire son œuvre. On n'a plus besoin de faire de l'éducation populaire. Parce que quand les gens vont payer l'essence, le prix qu'elle coûte pour vrai, bien, de façon automatique, celui qui n'a vraiment besoin pour travailler, il va le payer le gros prix. Mais celui que c'est pour parader, il va y penser 2 fois. Puis de toute façon, même s'il décide de parader quand même à gros prix, bien, au moins, en achetant son litre d'essence, il va déjà prépayer l'impact. Il va prépayer la solution du CO2 qui dégage en trop l'atmosphère. On fait la même chose. La taxe sur le recyclage des pneus, c'est un peu ce concept-là à petite échelle. Mais moi, j'élargirais ce concept-là. Donc, quand votre fraise, elle vient du Chili, moi, par exemple, à l'époque, je faisais des pleurotes, puis je me faisais compétitionner par la Pologne. Il livrait 1 tonne de pleurotes à tous les jeudis à l'aéroport d'Orval. Il les faisait pousser avec un pesticide interdit au Canada. C'était impossible pour moi de compétitionner avec eux parce qu'on n'a pas les mêmes coûts de revient. Déjà en partant. Mais si en plus, on a mis des règles égales pour tout le monde, donc, genre, si tu veux vendre au Canada, il faut que tu respectes les règles du Canada. Et en plus, on aurait calculé le coût environnemental de transporter un pleurote de Varsovie à Montréal, puis on l'aurait incorporé ce coût-là dans le prix du pleurote, j'aurais plus de problème de compétition parce que là, ces pleurotes auraient coûté 2 fois le prix, puis là, les miens seraient devenus compétitifs. Bref, j'ai déjà passé beaucoup de temps sur cette diapo-là. L'idée, c'est de laisser la main invisible faire le travail. On va parler de véganisme. Véganisme, a priori, c'est une idée qui est sexy, dans le sens que moins de ressources sont requises pour nourrir les humains. On dit que c'est meilleur pour la santé humaine, que ça évite la souffrance animale, puis c'est plus écologique. Qu'en est-il réellement? Moins de ressources sont requises pour nourrir les humains, c'est vrai, mais on fait juste reporter le problème. Si la population terrestre continue à croître, tôt ou tard, végan ou pas, on va rencontrer un autre genre de problème. Sachant que l'autre genre de problème arrive, pourquoi on ne le réglerait pas tout de suite? Auquel cas, on n'a pas besoin de devenir végan. L'autre chose aussi, c'est qu'il y a une vérité qui est occultée, puis je cite au moins 50 études dans mon livre, dans mes 2 livres, dans des articles que j'ai publiés récemment, études scientifiques très sérieuses, qui démontrent, hors de tout doute raisonnable, que le véganisme cause des problèmes cérébraux. Alors, ça, ce n'est pas une question d'opinion, c'est une question de fait. À chaque fois que j'écris un article dans un journal là-dessus, on me le censure parce que ce n'est pas à mode de dire ça. Mais je vous invite à lire mes articles, les références scientifiques sont là. Je trouve que le véganisme aussi est immoral parce qu'on évite la souffrance animale, on élimine le bétail, par exemple, mais on évite la vie tout court. Est-ce que c'est une solution, ça? Moi, je dis que la solution, c'est plutôt les conditions d'élevage. On doit revenir à des conditions plus humaines d'élevage, mais empêcher de vivre, tant qu'à moi, ce n'est pas une solution morale. Puis finalement, évidemment, dans un monde de véganisme, il n'y a plus d'engrais. Donc, forcément, les engrais viennent tous des carburants fossiles. Et on a vu ce que ça fait, les carburants fossiles tuent la biomasse dans le sol. Ça rend les plantes beaucoup plus vulnérables aux infections et ça prend automatiquement donc des OGM, des plantes OGM pour résister à ça, et ça prend des pesticides chimiques pour compenser la faiblesse qu'on vient de créer aux plantes. Et tout ça, ça fait un cercle vicieux où on contamine notre nappe phréatique et ainsi de suite. Bref, on est mal parti. Et au fond, si je regarde l'histoire, à chaque fois qu'une civilisation a connu un apogée, elle a connu une décadence après. Elle a eu ce qu'on a appelé dans l'histoire les invasions barbares.
c'est pas un hasard si je présente l'affiche du film d'Arcan ici. On pourrait assister à une nouvelle invasion barbare dans notre société, puis ça pourrait se dégrader. Là, on pourrait revivre dans la société occidentale, on pourrait répéter l'histoire finalement, on a cité que la dernière grande civilisation qu'on a connue, la civilisation moderne. Donc, il faut se poser la question, qu'est-ce qui fait en sorte que, malgré que matériellement puis objectivement, ça va mieux, comment ça se fait que les gens sont plus malheureux? Pour répondre à cette question-là, il faut se poser la question, là, je rentre dans la deuxième partie de mon livre où je ne parle plus de religion, c'est que là, je me pose la question, mais comment ça fonctionne le bonheur au juste? C'est quoi les mécanismes neuropsychologiques à l'heure du bonheur? Où trouver le bonheur, en fait? Dans la religion, dans la drogue, dans l'argent? En passant, ça, c'est la maison que je me suis construite quand j'avais 30 ans. J'en ai 57 aujourd'hui. C'est quand je suis devenu millionnaire pour la première fois. Et puis je me rappelle encore du jour où j'ai compté mon équité là, sur Excel et puis que j'ai découvert que là, j'étais millionnaire. J'avais enfin accompli ce rêve d'enfance-là. Je viens d'une famille moyenne. Et là, il s'est passé quelque chose. C'est qu'il ne s'est rien passé. Je m'attendais à avoir une espèce de révélation divine, là, des hormones de bonheur qui m'envahissent, mais ce n'est pas arrivé. Je me suis rendu compte que chaque journée qui a suivi était pareille. Puis même pire, parce qu'avant d'être millionnaire, j'avais un but. Une fois que j'étais millionnaire, je n'avais plus de but. Sans rentrer dans les détails, j'ai tout perdu plusieurs années après dans mon divorce. Je suis descendu à zéro. Et j'ai remonté à compte une deuxième fois. La deuxième fois, j'avais 45 ans. C'est la deuxième photo à droite. Après 2 fois, je me suis dit, la première fois, c'est peut-être une erreur expérimentale. La deuxième, je me suis dit, bon, n égale 2, vous allez me dire, ce n'est pas une grosse expérience encore, là, mais je ne peux pas quand même me permettre de faire n égale 30 là, dans une vie. Et là, j'ai compris que non, ça se passait ailleurs. C'est facile de dire, quand on a déjà eu d'argent, que l'argent ne fait pas le bonheur. Quand on a déjà eu, c'est plus crédible déjà. Alors, la solution n'est pas là. La solution n'est pas dans l'argent, elle n'est pas dans la drogue, elle n'est pas dans la religion. La solution, en fait, selon moi, est à la convergence des nouvelles sciences neurobiologiques et de la sagesse antique. Alors, il faut comprendre comment est-ce que le cerveau fonctionne. On a 3 cerveaux. Le cerveau, c'est un bâtiment construit par étage. On a le sous-sol, là, qui est le reptilien, qu'on partage avec tous les autres êtres vivants, animaux. On a le cerveau limbique qu'on partage avec les mammifères, puis on a le néocortex qu'on partage avec les mammifères supérieurs. Et ce qui est étonnant de savoir, c'est qu'on partage 99% de nos gènes avec un chimpanzé. Et pourtant, Dieu sait qu'un chimpanzé et un homme, ça ne se ressemble pas tellement. Vous montrer quand même. Et 60% avec une mouche domestique. Ça, c'est encore plus insultant. Bref, quand on regarde la cartographie du cerveau, on réalise une chose, c'est que la partie du cerveau qui est responsable de la conscience, la partie qui vous parle en ce moment, puis la partie qui m'écoute, c'est une petite partie du cerveau. Au fond, le gros de ce qui se passe dans le cerveau, on n'en a même pas conscience. Et je vais vous parler vite de l'expérience de Persinger, parce que dans les livres sacrés comme ça, on fait souvent référence à des expériences là, où les gens se sont élevés spirituellement, où leur corps s'est détaché, etc. Souvent, ça arrive quand des gens sont passés très proches de mourir, sont revenus, ils reviennent en disant qu'ils ont vu le paradis, etc. On a réalisé, puis on a reproduit ça avec l'expérience de Persinger, que ce feeling-là, finalement, c'est un bug avec le lobe pariétal droit. Et on est capable de recréer ce bug-là avec un champ magnétique, avec un appareil qui s'appelle God's Helmet, le casque de Dieu. On est capable d'induire ce champ magnétique-là, puis procurer le feeling de monter au ciel. Fait qu'au fond, toutes ces belles histoires-là dans la Bible, finalement, c'était simplement
le cerveau qui s'était détraqué. Pour vous montrer à quel point notre perception et la réalité sont vraiment différents, répondez-moi, là, regardez les deux X à l'écran, là. Dites-moi lequel des deux X est dans la zone la plus ombragée. Est-ce que c'est le X du bas ou le X du haut? Ombragé, j'entends pas ombragé, mais qui est dans la case la plus foncée. J'imagine que la plupart d'entre vous allez me répondre que c'est le X du bas. Mais la bonne réponse, c'est que les deux cases, croyez-le ou non, les deux cases que vous voyez là où il y a des X, là, prenez-vous une paire de ciseaux, imprimez ce dessin-là, prenez-vous une paire de ciseaux, découpez les deux cases, mettez-les une à côté de l'autre, ils ont exactement le même niveau de gris qui est de 50 %. Le cerveau nous joue des tours. Il nous joue des tours au niveau de nos sens, mais il nous joue des tours aussi au niveau cognitif. C'est ça mon point. Et là, pour illustrer les tours que le cerveau nous joue, je vais vous raconter l'expérience de Gazzaniga. Il y a des gens qui sont aux prises avec des problèmes d'épilepsie. Dans certains cas, l'épilepsie, surtout chez les hommes, hein, c'est une bataille, c'est une tempête entre les deux hémisphères du cerveau. Et puis, dans certains cas, on n'a pas le choix, on est obligé de couper le lien qui réunit les deux hémisphères. Et là, ça amène à toutes sortes de drôles de comportements. Mais Gazzaniga, il a contacté des patients qui ont eu cette opération-là pour faire une expérience. Il a fait une expérience bien intéressante. Vous savez que votre œil droit est connecté à votre cerveau gauche et vice-versa. Vous savez que la parole vient du cerveau gauche. Alors, il a installé les patients devant un écran divisé en deux. Il y a un œil qui voit, l'œil droit voit l'écran droit, l'œil gauche voit l'écran de gauche. Puis, et là, ce qu'il a fait, le patient est assis sur une chaise et là, ils ont affiché sur l'écran gauche, donc à l'œil gauche, ils ont affiché le message « Lève-toi ». Donc, le signal venant de l'œil gauche a été décodé par le cerveau droit. La personne s'est levée. Après ça, on a posé la question au patient « Pourquoi tu t'es levé ?» En s'adressant verbalement au patient, on s'adresse à son cerveau gauche. C'est le cerveau gauche qui nous répond. Mais comme lui, dans sa tête, les deux hémisphères sont déconnectés, il n'y a plus de communication entre le cerveau droit et le cerveau gauche. Il n'a aucune idée pourquoi il s'est levé. C'est le cerveau droit qui a commandé de se lever. Alors, lui a répondu « Ah, ben, écoutez, j'avais des fourmis dans les jambes. » La vraie raison, là, c'est que ce n'était pas ça du tout. Pourquoi je parle de ça? C'est parce qu'au fond, qu'est-ce qu'on réalise? C'est que non seulement la plupart des processus dans le cerveau sont inconscients, mais il n'y a pas juste un seul moi, il y a plusieurs moi. Il y a un moi qui parle, puis un moi qui agit. Puis le moi qui parle, quand on lui pose la question, ben, pourquoi tu t'es fâché et tu as frappé ton patron? En réalité, c'est lui qui répond. Ce n'est pas lui qui a pris la décision de frapper. Lui, il invente une histoire a posteriori. C'est un peu comme un commentateur de match de hockey. Il est assis en haut dans son bureau puis il regarde la glace. Puis il décrit ce qu'il voit. Bon, tel joueur passe la rondelle à tel autre joueur, puis probablement pour vouloir faire ça. Puis il n'y en a aucune idée. Il n'est pas dans le cerveau du joueur de hockey. Il n'a aucune idée pourquoi le joueur A a passé la rondelle au joueur B. Il interprète les actions. Puis ce qu'on fait, ni plus ni moins, quand on parle, c'est qu'on interprète. On prend des décisions en réalité, puis on ne sait pas trop pourquoi on les prend, ces décisions. Et rapidement, parce que je vois que je suis en retard sur mon temps, là, il y en a qui disaient que comme finalement, beaucoup de protagonistes de la foi puis de Dieu au sens théiste disaient c'est impossible que le cerveau, ça soit juste un tas de cellules parce que si c'était un tas de cellules, ça serait régi par une logique newtonienne. Puis dans une logique newtonienne, si la science est à sa avancée, on est toujours capable de prédire l'état à t plus 1 à partir d'une bonne description de l'état au temps t. Au fond, le cerveau serait déterministe. Bon, ben ça, heureusement, la physique quantique est venue à la rescousse et la physique quantique a remis en cause le modèle newtonien qui était déterministe et a bel et bien prouvé, contrairement à ce que même Einstein n'avait pas compris au début,
quand il disait que Dieu ne joue pas au dé, la physique quantique est venue démontrer que oui, Dieu joue au dé et que et il y a aussi Penrose qui a démontré que le niveau, là, les processus cérébraux dans la tête de l'homme là, sont à l'échelle quantique. Et donc, oui, le hasard entre en jeu. Donc, on ne peut pas prédire simplement de façon déterministe. Donc, il n'y a pas de destin, la ligne n'est pas tracée d'avance. Ça m'amène aussi à un autre sujet, un sujet de l'amour. C'est une façon pas trop romantique de parler de l'amour. Les détails sont plus dans mon livre, je suis obligé d'accélérer. Essentiellement, l'amour se résume à 3 groupes d'hormones. L'hormone du désir, l'hormone de la passion et l'hormone de l'attachement. Et essentiellement, là, j'ai fait un graphique pour l'illustrer, mais essentiellement, il y a des interactions positives et négatives entre elles. Par exemple, c'est bien connu que, bon, quand un couple se réunit, au début, il y a de la passion, mais souvent, quand les enfants naissent, il va y avoir une chute marquée, il va y avoir une augmentation marquée d'ocytocine chez la femme, dû au fait qu'elle a son bébé. Et cette hausse marquée d'ocytocine-là va faire baisser énormément sa testostérone, qui va diminuer son désir sexuel. Et tout ça fait du sens, au fond, parce que c'est inutile pour elle, à ce stade-là, quand l'enfant est trop jeune comme ça, d'avoir d'autres relations sexuelles. Et quand on regarde les mammifères, les différents mammifères, si on regarde le temps moyen que le père reste dans le décor, mettons chez les souris, le père ne reste jamais dans le décor. Chez par exemple, les renards, ça dure 4 ans, etc. D'un mammifère à l'autre, ça varie. Et ça correspond au temps nécessaire pour que les enfants deviennent autonomes. Et il y a des scientifiques qui se sont amusés à aller jouer sur le taux d'ocytocine chez les souris. Et ils ont remarqué que dans ce temps-là, le père restait dans le décor, etc. C'était bien intéressant, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Un dernier point que j'aimerais faire aussi, c'est que quand on regarde la diversité des chromosomes, si on compare la diversité du chromosome Y avec celle, par exemple, de mitochondrie, on réalise une chose, c'est que alors que les femmes ont participé à peu près également au bassin génétique moderne, à peu près également, c'est-à-dire dans certaines femmes n'ont pas eu d'enfants, d'autres en ont eu plusieurs, mais l'écart type n'est pas très élevé. C'est peut-être moins vrai aujourd'hui, mais ça a été vrai pendant des siècles et des millénaires. L'écart type chez les hommes est énorme, dans le sens qu'il y a des hommes qui se sont énormément reproduits, il y a des hommes qui ne se sont pas reproduits du tout. L'écart type est extrêmement élevé chez les hommes. L'écart type d'intelligence est extrêmement élevé chez les hommes aussi. En moyenne, un homme est aussi intelligent qu'une femme, mais l'écart type est plus élevé chez les hommes. Donc, on a plus d'hommes idiots, on a plus d'hommes génies aussi. Et ça explique aussi les motivations sexuelles. L'homme, théoriquement, peut se reproduire ses gènes 1 fois par jour. Donc, sa prérogative n'est pas la qualité de la relation, c'est le volume. Alors que la stratégie chez la femelle est complètement différente, qui peut se reproduire, dans le cas de l'homme, 1 fois 9 mois. Pour elle, c'est très important la qualité du partenaire. Un homme qui va dans un party, qui s'amuse, puis qui rencontre, excusez l'expression sexiste, surtout pour les temps qui courent, une nounoune, ça ne l'empêchera pas d'avoir du plaisir sexuel. Alors qu'au contraire, une femme qui trouve son partenaire intelligent va avoir plus de plaisir sexuel parce que, sans qu'elle s'en rende compte, ça vient induire sur les chances de reproduction de ces gènes à travers sa progéniture. Dernier élément que je cite dans mon livre aussi, c'est qu'on a découvert plein de nouvelles choses avec l'IRM, la résonance magnétique. On a été capable maintenant de corréler, on est capable d'observer l'homosexualité à l'échelle macroscopique. Donc, contrairement à ce que la religion catholique a essayé de faire pendant longtemps, c'est de guérir l'homosexualité. L'homosexualité, ça ne se guérit pas. Ce n'est pas un choix sexuel non plus.
c'est une différence morphologique. Maintenant, cette différence-là peut donner lieu à une panoplie de comportements qui sont fonction de l'environnement social. Et cette panoplie-là, on l'observe même chez les rats. C'est-à-dire qu'à morphologie égale, un rat dans un environnement surpopulé va avoir une plus grande tendance à l'homosexualité. L'homme aussi, il y a plus d'homosexuels en ville. On a longtemps dit, ah, ben c'est le même parce qu'en campagne, on a des préjugés contre les homosexuels, donc en ville, ils peuvent s'exprimer, ils sont plus libres. Ça existe, ce phénomène-là, mais le vrai phénomène n'est pas là. C'est-à-dire que à tendance homosexuelle égale, moins qu'il y a de population, moins le génotype homosexuel va donner lieu à un phénotype homosexuel. Et tout ça, ça fait du sens aussi dans une perspective d'évolution. Je vous parle rapidement du système hédonique. Alors, c'est le système sur lequel repose la dopamine. Et c'est ce qui m'amène à dire qu'il ne faut pas confondre désir, plaisir et bonheur. Je vais parler de l'étude de Daniel Gilbert, ça illustre mon propos, là. Lui, il suivait des gens de très près, il mesurait leur bonheur avec toutes sortes d'études, toutes sortes de paramètres. Et il y a 2 de ses patients, notamment, à qui il est arrivé quelque chose d'extrême. Un de ses patients qui a fait un accident de voiture, qui est devenu paraplégique. Puis l'autre patient, lui, a gagné 12 millions de dollars à la loterie. Avant ces 2 événements-là, les 2 patients affichaient le même indice de bonheur, tel que mesuré avec ces paramètres. Je vous laisse deviner, le lendemain de ces événements-là, quel impact il y a eu sur les 2 patients. Bien évidemment, celui qui a appris qu'il était paraplégique était déprimé, était malheureux. Puis celui qui a appris qu'il avait gagné 12 millions, il était heureux. Ça, on s'y attendait, là, je n'impressionnerai pas avec la réponse. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'1 an plus tard, leur indice de bonheur est revenu exactement la même chose. Donc, les malheurs de la vie, les éléments extérieurs, les bonnes et les mauvaises nouvelles, ont un impact immédiat. Et la boucle hédonique, elle est là, basée sur la dopamine. Elle est là pour pas qu'on devienne des larves humaines, là, pour qu'on se prenne en main puis qu'on cherche à gagner plus d'argent, qu'on ne se laisse pas mourir, qu'on se débatte, etc. La récompense, c'est ça. Quand on mange, c'est bon. C'est la récompense de se donner le trouble d'avoir acheté la nourriture. Mais dans les faits, c'est comme si vous donnez une bague en diamant à votre femme, elle va être contente, elle va être heureuse. Si vous donnez une bague en diamant avec un diamant 2 fois plus gros, elle ne sera pas 2 fois plus heureuse. Puis s'il est 10 fois plus gros, elle ne sera pas 10 fois plus heureuse. Puis si vous donnez une bague en diamant tous les jours, rendu après un certain nombre de jours, ça ne fera plus de bonheur du tout. Et Gilbert finit par démontrer que finalement, le plaisir, ça finit toujours par plafonner. Donc, ce n'est pas la recette du bonheur. Et que c'est vrai qu'il y a une corrélation entre le bonheur et le revenu, mais jusqu'à 75 000 US aux États-Unis. C'est sûr que c'est objectivement plus angoissant de vivre en rue que de vivre avec un salaire de 75 000 US. Mais au-delà de ce salaire-là, il n'y a plus de corrélation. Il n'y a plus de corrélation entre le bonheur et le revenu. Donc, ça se passe ailleurs. J'arrive à Maslow rapidement. Maslow, lui, de la façon qu'il présente ça, il dit les besoins pour être heureux, il faut d'abord combler nos besoins physiologiques, hein, manger, dormir. Ensuite, nos besoins de sécurité. Ensuite, nos besoins d'appartenance et d'amour. Finalement, d'estime et finalement d'accomplissement. Alors, lui, il dit ça ne sert à rien de parler, d'essayer de développer l'estime de quelqu'un qui a l'estomac vide. Parce que lui, à la base, là, s'il n'a pas réglé le problème de l'étage 1 de sa pyramide, là, il ne se rendra jamais à l'étape 4. À l'inverse, vous avez beau être méga riche, auquel cas vous comblez vos besoins du premier étage et du 2e étage, et peut-être du 3e. Mais si vous avez gagné votre argent en crime organisé, votre estime de vous n'est peut-être pas très élevée. Et ça ne fait pas nécessairement de vous quelqu'un d'heureux. La morale, les protagonistes de la religion vous disent tout le temps, écoute, les athées, c'est des gens immoraux. Parce que s'il n'y a pas de Dieu, tout le monde
tout le monde devient égoïste. Tout le monde va voler tout le monde, etc. Et c'est faux. En fait, la morale ne vient pas de Dieu. La morale vient de la sélection naturelle. C'est quelque chose que, encore une fois, je m'excuse auprès de Michel Bailey, je ne veux pas prêter d'intention à la sélection naturelle, c'est une figure de style, je le répète. C'est la morale, c'est la sélection naturelle a programmé la moralité chez les mammifères supérieurs. Je dis mammifères supérieurs parce qu'on observe des comportements altruistes chez certains animaux, là. On a vu des dauphins sauver des nageurs, on a vu des chiens sauver des gens qui étaient dans des maisons en feu, etc. Donc, il ne faut pas croire que les bons sentiments sont exclusifs à l'être humain, ce n'est pas le cas. Mais évidemment, ces bons sentiments-là sont plus développés chez l'être humain et c'est une conséquence de la sélection naturelle. Et c'est bien fait parce qu'au fond, il y a une boucle de rétroaction qui se fait en réalité. C'est que l'humain qui est altruiste et qui contribue à sa société et qui est bon, son salaire, c'est le bonheur. C'est bien fait finalement, là. Ça, c'est mon petit côté ingénieur électrique. Là, je ne peux pas m'en empêcher parce qu'à l'école, en génie électrique, on fait des asservissements, tu sais, puis c'est le gros de ce qu'on apprend. Et j'avais un ami qui a fait son cours de génie électrique avec moi, puis qui est devenu anesthésiste après. Puis quand il est arrivé dans les équations différentielles, ses collègues ils ont dit écoute, Jacques, attends de voir ça, là, quelque chose là, que tu vas être épaté. Comment est-ce qu'on est rendu loin, nous autres, les anesthésistes? Et il leur a présenté les équations différentielles, puis il leur a ri en pleine face. Il disait hey, les boys, nous autres, on apprend ça en première année de génie électrique, vos fameuses équations différentielles que vous apprenez au PhD en anesthésie. Là. Fait que, il a découvert que les mêmes équations différentielles qui régissaient les circuits électriques régissent les hormones dans le corps humain. Et c'est un équilibre, tout se tient. Et là, je n'aurai pas le temps de faire de tout vous expliquer mon schéma, là. Mais il y a une logique, là. Il y a une interaction, on le voit, c'est un triangle. Il y a une interaction entre le bonheur, la morale et l'amour. Et les trois se tiennent dans un système asservi. Et il n'y a rien de spirituel là-dedans. Là. C'est de la bonne chimie, là, de la bonne mathématique différentielle. Et là, j'en arrive, et je termine là-dessus, la sagesse ancienne, la sagesse antique. Il y a des gens qui ont vécu il y a longtemps, et c'est un peu triste de constater que après plusieurs siècles de christianisme, on a, sur un point de vue philosophique, pas mal reculé dans le temps. Au fond, il y a bien des choses intelligentes que les sages de l'Antiquité avaient dites, pas juste chez les Grecs, chez les Orientaux aussi, qui ont été balayées après ça par la période obscure qui a suivi, celle du christianisme et de l'islamisme. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les mécanismes de neuropsychologie qu'on a vus vite tantôt, on peut les connecter à la sagesse antique. Il y a comme une convergence entre les deux. Puis ça, c'est comme la grande conclusion de mon livre. Alors, le principe du stoïcisme, part du principe, c'est que ce qui trouble l'humain, ce n'est pas ce qui arrive vraiment, mais l'opinion qui s'en fait. Vous pouvez faire le parallèle avec les schémas qu'on a vus tantôt. Et la fameuse citation de Marc Aurèle, que la force me soit, qui a été récupérée par l'ELEA-AA, qui est un organisme qui est plus proche, mais les autres, ils remplacent pas que la force, mais que Dieu me donne la force. Et c'est le même principe ici. Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, donc accepter ce qui est, et le courage de changer ce qui peut l'être, mais surtout la sagesse de distinguer l'un et l'autre. Faites le parallèle avec ce que j'ai parlé tantôt, les pyramides de Maslow, la boucle hédonique, vous allez voir le lien. L'épicurisme, tel que défini par Épicure, l'épicurisme, l'appréciation des plaisirs essentiels naturels. Donc, on est loin de l'opus dei ici, puis de l'autoflagellation. On confond souvent épicurisme avec hédonisme, ce n'est pas la même chose. En fait, ce qu'on pratique dans la société aujourd'hui, souvent, c'est l'hédonisme. Recherche du plaisir sous toutes ses formes.
Pour l'épicurien, l'hédonisme n'est pas une fin en soi, mais un moyen pour atteindre le vrai bonheur qui n'est pas basé sur le plaisir. Rappelez-vous, le plaisir dépend de la boucle hédonique et le plaisir sature. Et finalement, on arrive avec la sagesse antique, mais orientale. Eux présentent ça d'un autre angle, mais c'est dire la même chose finalement. On présente le yin et le yang. On dit, bon, il y a le chaos. Le chaos, c'est quoi? C'est le défi, c'est la découverte, la liberté. Puis il y a l'ordre. C'est le confort, le connu, la stabilité. Mais trop de l'un ou trop de l'autre, c'est pas bon. Ça prend un équilibre entre les deux. Et le point d'équilibre entre les deux varie d'une personne à l'autre. L'objectif, c'est de s'y retrouver soi-même, trouver son point d'équilibre. Donc, ma grande conclusion, c'est que le bonheur, finalement, c'est l'équilibre délicat entre, d'une part, l'épicurisme et le stoïcisme, finalement, entre le chaos et l'ordre, le yin et le yang. Notre société moderne a mis aux poubelles la religion. Ça dépend où. Aux États-Unis, elle est plus forte que jamais, dans les pays islamiques aussi, mais dans les pays, on va dire, évolués, comme le Canada et la France, et la plupart des pays d'Europe. Mais il faut faire attention de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, dans le sens que se débarrasser de la religion sans remplacer la religion par un substitut spirituel adéquat. Spiritualité ne veut pas dire croire en Dieu. Au fond, la religion a en quelque sorte pris en otage la spiritualité humaine. Et c'est le piège dans lequel il ne faut pas marcher. Fait que d'une part, on a des gens très religieux et spirituels. On a, hélas, beaucoup d'athées malheureux. On a des athées qui n'ont pas de spiritualité. Il faut viser quelque part au milieu une spiritualité mature, une spiritualité qui ne repose pas sur des croyances. En terminant, c'est mon dernier chapitre dans mon livre. C'est un chapitre qui est plus politique. C'est un message que je donne aux politiciens. Je leur dis les ingrédients d'une bonne politique devraient reposer sur la laïcité. Bon, au Québec, on a fait nos devoirs avec la loi 21. Il faut limiter la population. Le pelletage par en avant, ça a fait son temps. Ça prend des économies durables. On ne peut plus continuer à polluer les nappes phréatiques comme on fait en ce moment. Là, on a atteint la limite. Là. Ça prend des économies qui sont durables. Fait que oui, les carottes vont coûter plus cher. Oui, la viande va coûter plus cher. Mais il va y avoir moins de gaspillage aussi. Autrefois, le pourcentage de l'alimentation sur le budget total d'une famille était beaucoup plus élevé. Mais les chances sont qu'avec ces politiques-là, on revienne plus près de ces pourcentages-là. Une taxe sur le coût environnemental, tant qu'à moi, c'est un must. On ne peut pas compter sur la bonne volonté des gens. Mettons une taxe et laissons les gens dépenser comme ils veulent. La taxe va faire la job. Réingénierie de l'agriculture, c'est un must. On ne peut plus continuer à épandre là, au grand vent en pesticides et en engrais chimiques. Ça fait aussi. Et ça prend une politique utilitariste. Bon, l'utilitarisme, c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est inventé au 17e siècle. C'est un beau concept qui serait temps d'appliquer. Voilà.